il se divise en une cage thoracique. Il y a eu un petit bins là sur le slide, pardon. Une cage thoracique, donc la cage thoracique, c'est les côtes, c'est des termes que vous devez connaître, et un sternum. Voilà, les côtes s'attachent devant sur le sternum et derrière sur le rachis ou colonne vertébrale. En haut, je suis thoracique, j'ai les poumons dessous et le cœur, le médiastin. Et en dessous, je suis abdominale. J'ai l'appareil digestif, le foie, l'estomac, la rate, le gros intestin. Entre les deux, j'ai ce muscle magnifique là, en forme de parachute. Vous savez lequel c'est? Ouais, le diaphragme. Alors, voilà, je vous laisse le regarder une première fois dans la suite du cours, mais pas aujourd'hui. Vraiment, on l'étudiera en profondeur parce que c'est un muscle fondamental de la statique, de l'équilibre. Ce que j'aimerais que vous appreniez, c'est à peu près à le repérer. Donc, si je prends mon sujet, en gros, les poumons, vous voyez, passent par la ligne mamelonnaire. Et ça, on n'imagine jamais ça. Donc, mes poumons sont assez petits de face, sont assez petits en fait. Le thorax, la partie aérienne, la partie dans laquelle on a de l'air, c'est au-dessus de la ligne mamelonnaire. Quand je fais une inspiration profonde, je vais descendre peut-être d'une côte, peut-être deux si vraiment je suis très développée dans mes amplitudes. Mais en gros, quand même, je reste là, regardez, au-dessus j'ai de l'air, là j'ai mon diaphragme, en dessous j'ai du liquidien, j'ai du digestif, j'ai du viscère. D'accord ? Vous pouvez palper sur vous hein, et vous représenter. Voilà, moi, on imagine toujours les poumons plus grands que ça. En réalité, de face, c'est la ligne mamelonnaire qui fait ma délimitation. Donc là, je vois mon thorax, d'accord, mes côtes, mon sternum, mes vertèbres et mon bassin. Qu'est-ce qu'on va apprendre à repérer, à se palper? On va apprendre à repérer les fossettes sacrées. On les appelle aussi fossettes de Vénus, d'accord, ou articulation sacro-iliaque. Vous voyez, ce petit trou-là correspond à l'articulation entre le sacrum et l'iliaque. Pour les palper, vous mettez vos mains à la taille et vos pouces vont tomber naturellement dans les creux derrière. Alors, je dis naturellement, j'avoue que c'est peut-être pas aussi naturel que ça. Alors, vous êtes très souple. Moi, j'ai plus de facilité en palpation que vous, je vais le dire comme ça. Donc, ce n'est pas si évident de trouver ça. Alors, faites des petites anté-rétroversions du bassin et essayez de trouver ces deux petits trous, ces deux fossettes de Vénus qui représentent vos articulations sacro-iliaques. Ceux qui ont mal au dos, en général, c'est un point où vous avez mal, hein, d'un côté. On va repérer donc le sillon interfessier. Voilà. Les ischions, ah oui, ça j'étais très étonnée parce que, vous voyez, les ischions, ça correspond à cette partie-là de l'os iliaque. Pareil, c'est une tubérosité, c'est une excroissance qui a été creusée par des muscles. Et j'étais très étonnée parce qu'en cours de yoga, très souvent, on nous parle des ischions. Or, il y a peu de gens qui finalement savent les placer, qui ont une bonne représentation. Vous pouvez les palper aussi si vous êtes en position assise, vous mettez les mains sous vos fesses. Et si vous cambrez, décambrez, vous allez sentir des os qui passent sous vos fesses. Ce sont vos ischions. Moi, ça me paraît très intéressant de savoir les palper. Et vous allez remarquer que quand vous êtes en antéversion, quand vous êtes cambré, les ischions passent à l'arrière de vos mains. Quand vous êtes dos bien droit, les ischions pointent dans vos mains. Et quand vous êtes dos rond, les ischions, ils glissent devant vous. On repère assez facilement, donc on a vu les ischions, le coccyx. Le coccyx, on va le repérer au sommet du pli interfessier. On va repérer donc les articulations sacro-iliaques. On repère assez facilement la crête iliaque. Je vous ai fait disparaître, ça me gêne. Voilà. On repère assez facilement la crête iliaque, là, le dessus de l'os iliaque. Quand on met ses mains à la taille, l'os sur lequel on tombe, c'est la crête iliaque. On a appris tout à l'heure à repérer l'épine iliaque. Je vais vous la remontrer sur voilà, l'épine iliaque est ici. Vous pouvez la sentir dès maintenant avec vos mains
sur la crête iliaque, l'index tombe sur l'épine iliaque antérosup, dite EIAS. Ok, ça va? C'est pas facile là d'apprendre la palpation sans être avec vous, hein. Je cache pas. Si on se rencontre en vrai un jour, j'aurai plaisir à vous montrer ces palpations, ou peut-être que vous aurez l'occasion lors de pratiques de le faire. Ça me paraît intéressant de savoir palper. Bon, peut-être que pour vous, l'intérêt, il est moindre chez les pratiquants, mais au moins sur vous pour améliorer votre schéma moteur, votre schéma corporel. Ce qui me semble intéressant aussi dans le dos, c'est d'apprendre à repérer donc les apophyses épineuses, les épines des vertèbres. On appelle ça une apophyse ou processus épineux. Et puis, l'omoplate. Voilà, c'est intéressant. Donc, on voit le bord de l'omoplate, on le voit saillir ici. On appelle l'omoplate aussi scapula, parce que je vous ai dit qu'il y avait deux nomenclatures, donc c'est pour vous compliquer la tâche. Scapula en latin. Donc, j'ai le bord interne ici de l'omoplate que je vois bien. Et je vois bien aussi, j'arrive facilement à palper l'épine de l'omoplate, cette partie-là, cette excroissance sur l'os. Elle est très facile à palper aussi. Hein, voilà. Je vais vous la montrer sur des sujets maigres. Voilà. La bosse de bison, la vertèbre qui fait saillie, ici, la cervicale qui ressort, c'est C7D1, c'est-à-dire l'articulation entre la 7e cervicale et la première dorsale. C'est vrai chez tout le monde. Il y a peu de repères qui soient aussi justes, donc il ne faut pas s'en priver. Voilà. De face, ce serait bien de savoir repérer le pubis sur vous. Donc vous partez de l'EIAS, vous descendez jusqu'à l'os pubien. Vous descendez vers les grandes lèvres chez les femmes et vous allez tomber sur l'os pubien. C'est intéressant parce que ça donne une subtilité de placement du bassin et une subtilité de compréhension, voilà, justement quand on aborde Mula Bandha. Ok, on retrouve notre crête iliaque et EIAS, épine iliaque antéro-supérieure. Ce qui est très sympa aussi, c'est de suivre le bord inférieur du sternum et des côtes. Je vous remonte sur un autre schéma. Ici, je peux repérer le bord inférieur du sternum et palper tout le long des côtes. Pourquoi c'est intéressant de savoir faire ça? Donc ça, vous ne pouvez le faire que si vous êtes en position assise et un petit peu avachie. Sinon, les abdominaux vont vous gêner. Donc, il faut être un peu avachi. Et je peux passer sous mes côtes. Et là, c'est une bonne manière d'accéder au diaphragme. D'accord, aux insertions du diaphragme. Donc, ça permet beaucoup, en thérapie manuelle, on utilise beaucoup pour masser le diaphragme, pour l'étirer. C'est intéressant, il y a beaucoup d'autotechniques de rééducation qui sont possibles. Voilà, donc de face, je repère mon bord costal, mon sternum, ma pointe de sternum et mes clavicules. Ok, ça, je pense que c'est assez abordable. Alors, je vous montre sur des sujets très maigres. Les points de repère, donc les apophyses épineuses, on les distingue sans problème. On voit donc C7D1 ici. On voit son bord de l'omoplate ici. Donc là, je vois très très bien son épine, son EIAS. Hein, voilà, je la vois vraiment parfaitement bien. Je devine bien aussi sa crête iliaque. D'accord? Je vois son rebord costal et ses clavicules. De dos, je vois son bord interne de l'omoplate et son épine de l'omoplate. Je vois ses fossettes de Vénus. Voilà, j'ai pris un homme aussi quand même pour vous divertir un peu. Alors, qu'est-ce que je vois là? Je suis troublée, pardon. Alors, je vois quoi? Je devine son épine iliaque antéro-supérieure. Je devine son rebord chondral. Alors, chez lui, ça va être impalpable. Il a trop d'abdominaux, donc on ne pourra absolument pas passer sous le bord costal. Et ses clavicules. D'accord? Voilà, c'était pour vous divertir un peu parce qu'on aborde maintenant le dernier chapitre. La palpation, là, c'est un peu compliqué à distance. Est-ce que vous avez des questions sur les repères osseux?
Juste te dire, j'ai trouvé ça vraiment super d'avoir tous ces repères osseux globaux. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Et il y en a un qui me manque souvent, c'est Hein? entre cervical et lombaire, entre dorsal et lombaire. Ah, et oui. Alors Je sais parce que, pas trop quoi. évidemment, C7D1, il est facile à trouver entre cervical et dorsal parce qu'il est saillant chez quasiment tout le monde. Il est très facile à trouver. Mais là, D12L1, c'est une palpation beaucoup plus fine, c'est-à-dire l'articulation entre la 12e dorsale et la première lombaire. Pour y accéder avec certitude, il faut trouver la dernière côte. Pour la trouver, c'est pas évident parce qu'il y a souvent beaucoup de tension musculaire, donc il faut incliner le patient, le sujet, et il faut remonter jusqu'à des 12L1. Et quel est ton intérêt à palper des 12L1? Aucun. C'était juste parce Aucun. que j'ai adoré cette globalité de repères, en fait, comment tu nous as donné ça globalement. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et voilà, D'accord. ça m'est venu dans. Bon, mais j'en ai Alors, je peux t'en donner un peu plus si tu veux. Regarde, quand tu prends la crête iliaque, si tu prends la crête iliaque de cette femme, par exemple, c'est un repère qui est assez fiable aussi chez tout le monde. Que tu mets tes pouces, que tu vas à l'horizontale, tu vas tomber sur L4. Ok. Voilà, tu seras sur L4 si tu veux t'amuser à palper L4. Après, sinon, il faut compter. Est-ce que pardon, c'est Karine Oui, qui parle, oui, Muriel? Moi, oui. on m'a dit que j'ai appris dans l'anatomie que le bas des côtes, on était à Hum. L1 et si je remonte de 2, du coup, j'ai monté 12. Oui, voilà, ça peut Hein, être ça peut une être ça. manière de faire, Et les crêtes effectivement. iliaques, L4. Donc, Voilà. Alors, moi, je donne des repères qui sont très fiables. Crête et iliaque la... L4, c'est vrai chez quasiment tout le monde. Le coude de tes côtes flottantes, que tu prends la dernière côte pour retrouver, je ne sais pas si c'est très fiable. Moi, par exemple, on ne m'a pas appris comme ça en école d'ostéo. Je ne sais pas si c'est très fiable parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait la même inclinaison de côte flottante. Voilà. Mais Alors, bon, il faut que le patient il soit sur la table, allongé, les bras le long du corps, pour que ce soit voilà. fiable, Voilà. universel. Et pareil pour la pointe de la scapula de l'omoplate, C'est ce serait ça. T9. C'est ça, il y a des repères comme ça, mais tout dépend de ton Mais dans la patient. même Là, c'est moins position, fiable. allongé, voilà, ça dépend de Mais la oui, mais position. c'est moins fiable, ça aussi, c'est pareil, parce que l'omoplate, c'est un os très mobile. Si par exemple, ce jour-là, ton patient il a une grosse contracture sur le trapèze, il a l'omoplate très haut, tu n'es pas sûr d'être sur la bonne vertèbre. Mais bon, on ne va pas Ouais, ouais, ouais. chipoter, hein. Non, non, Ce ouais, qui ouais. me semble important, c'est de voir les vertèbres, globalement, avoir une idée d'où s'arrête la partie lombaire. Ouais, ouais. On peut compter facilement quand même trois vertèbres à partir. On repère facilement L4 à partir des crêtes. Des crêtes, ouais, ouais. L3, L2, L1, pof, je sais que je suis à peu près là à la jonction entre Mm. thorax et lombaire. Ça va? Merci. Le Oui. nombril aussi, si on a un ventre normal, pas trop saillant, en général on est à L3. Voilà, il y a effectivement beaucoup de repères comme ça, hein.